Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien après ce repas et cette chaleur. Alors on va parler de salaire, un sujet hautement polémique, hautement politique aussi. Souvent, en tout cas moi je le pense, on dit que les développeurs et les développeuses ont le cœur à gauche, mais le salaire à droite. Et donc clairement, aujourd'hui, je vais en tout cas vous donner des stratégies gagnantes pour bien négocier son salaire. Mais avant cela, on va faire connaissance. Donc moi, je suis Shirley Almoussinichi, je suis recruteuse informatique depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc j'ai créé ma structure Build RH, où je suis toute seule dans cette structure. Et donc, je suis recruteuse informatique, mais aussi agent de carrière. Donc ça, c'est le terme, on va dire, un peu stylé, pour dire que j'accompagne les individus dans leur carrière, que ça soit dans la négociation salariale, dans la recherche d'opportunités. Ça peut être aussi autour du droit du travail, donc sur beaucoup d'items. Je suis auteure de livres en recrutement, donc j'ai écrit 3 livres, Les joies du recruteur, Startup Nation et The Pragmatic Recruiter. Alors oui, moi, l'anglais, c'est un peu compliqué. Comme je le disais déjà l'année dernière, vous pouvez m'appeler Charlotte, il n'y a pas de souci. Et puis j'aime bien aussi être dans l'humour dans mon travail, qui n'est pas toujours un job super rigolo. Et donc dans cette présentation, évidemment, il y aura des petits moments comiques. Je suis désolée si ça vous fera pas rire, mais en tout cas, moi, ça me détend. Concrètement, on va parler donc des bugs observés qui justifient trop souvent un salaire faible, avec une description des profils employeurs en mode persona, limite caricaturale, vous verrez par vous-même. Ensuite, on fera une correction de bugs collective, on va dire, avec l'idée de vous donner des contre-arguments pour bien répondre à ces profils employeurs. Et enfin, je vous donnerai des tips pour bien anticiper la négociation salariale. Coder, c'est anticiper, postuler à un job aussi. Promis, ça va bien se passer. Je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi-même. Alors, posons le décor. Donc vous êtes ici. Attends, je le présente pas. Vous choisissez votre cheval de course, peu importe. Sachez que cette course, vous l'avez déjà gagnée dans votre vie. Mais quand il s'agit d'un poste à pourvoir, avec un très bon salaire, la course est parfois un peu plus compliquée. Donc, il se passe 1 mois de processus de recrutement, 3 mois de processus de recrutement, 6 mois de processus de recrutement, vous me voyez venir, 9 mois de processus de recrutement, et là, enfin, il y a l'accouchement d'une proposition salariale. On a souffert, on a sué, on a soufflé, et là, on regarde ensemble le montant de cette proposition. Ça fait un peu la gueule. Le réarmement salarial, il n'est pas ouf. Et donc, l'idée, c'est de ne pas rester là à se regarder dans le blanc des yeux et à faire la tête, c'est de comprendre déjà quels sont les principaux bugs que vous observez aujourd'hui sur le marché. Alors, je pense que les bugs que je vais vous citer, il y en a certains que vous connaissez par cœur, d'autres peut-être que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de les voir, et certainement qu'il y en a plein d'autres, mais on n'a pas 3 heures. Alors, le premier bug, c'est la grille salariale. Désolée, mais nous devons respecter la grille salariale. Alors, vous êtes plus souvent derrière ces barreaux que Patrick Balkany. Et clairement, le profil de votre employeur, on va dire que c'est ce monsieur. J'ai tout de suite pensé à lui, en fait. Je l'imagine parfaitement dans ce rôle un petit peu psychorigide, avec une culture du contrôle, des décisions drivées par les chiffres, le process, le poids syndical. Alors, ça existe dans les grands groupes, mais aussi dans les startups, on va se tromper. Et donc là, je me dois de vous faire une petite imitation quand même, parce que Riviera, c'est aussi la déconne. Hein. Donc vous allez prendre la main de votre voisin ou de votre voisine et on va plonger ensemble dans l'océan du malaise. Alors, avec un micro sur la main, c'est plus compliqué. Selon l'usufruit de la convention collective Syntec, paragraphe 4, alinéa 2B, coefficient 120, appliqué au poste de développeur back-end,
en full remote, selon les conditions générales stipulées dans le contrat de travail, soit 4 jours en présentiel, 3 jours en télétravail, week-end compris. Très belle offre. Le salaire est donc de 48,679. Est-ce que cela vous intéresse? Ne répondez pas tous en même temps, je me sens très très ridicule. Mais voilà, vous l'avez compris, on est vraiment sur un profil qui clairement a du mal à aller au-delà des règles, au-delà de ce qui a été dit dans le protocole de l'entreprise. Et donc lui, il vous dira, déjà on t'offre un poste génial chez nous, au sein du leader sur son marché, donc contente-toi de ce salaire. Est-ce que vous avez tous quelqu'un en tête? Alors, grille de marché, j'ai voulu vous la donner sur la partie Île-de-France. Évidemment, vous êtes en full télétravail ou en full remote. Pour vous donner quelques éléments chiffrés par rapport à des juniors confirmés, seniors et à plus de 10 ans d'expérience. Alors, j'ai fait la seniorité en fonction des années, même si évidemment ça se discute, mais c'est pour avoir quand même une grille de marché. Concernant la région, il y a quand même une différence. Vous voulez peut-être prendre une photo? Vous me dites si je vais trop vite. Voilà, j'ai vu des petits appareils, donc je préfère. Concernant la région, c'est un peu différent. On a quand même un écart entre 10 à 15 KE, on va dire, surtout notamment sur les gros salaires. Et je remarque sur l'année 2023-2024 une sorte de plafond de verre aux alentours de 60 en région, 80 en Île-de-France, avec vraiment des grosses problématiques de budget. On en parlera juste après. Voilà, donc faites une photo, ça peut vous servir pour vos futures négociations, mais aussi pour vos augmentations en interne. C'est offert par la maison. Alors, le bug numéro 2, c'est le traitement équitable. Désolé, mais Courgette est tech lead depuis 3 ans chez nous et tu auras plus que lui en arrivant. Vous allez tous vous dire, mais pourquoi Courgette? Alors, moi, j'adore cuisiner les courgettes avec des gratins, des purées, mais il y a quand même dans les équipes aussi beaucoup de concours de courgettes. Et donc, là, le profil, évidemment, de notre interlocuteur, c'est Didier Deschamps. Donc, lui, il a plutôt une culture, on va dire, plutôt bienveillante. Ça part d'une idée quand même assez sympa de vouloir qu'il n'y ait pas d'embrouille dans son équipe, pas de distorsion salariale. Donc il y a un petit peu ce côté, on met tout le monde un peu au même niveau, même s'il y a pour le coup de grosses divergences. Mais son but à lui, c'est que les gens ne partent pas de l'équipe. Concernant les finances, c'est un bug qui est arrivé très souvent en 2023, mais aussi en 2024. Les finances sont compliquées, je ne peux pas donner plus. Donc là, c'est pas toujours facile de déceler le vrai du faux quand parfois on vous dit c'est compliqué et en même temps on fait une levée de fonds de 80 millions d'euros. Où va l'argent? On se demande. Et donc là, je sais pas, j'ai décidé de mettre François Damiens parce que j'aime bien le personnage et je l'imagine parfaitement à la tête d'une start-up où il y a un cofondateur ou une cofondatrice. Je l'imagine parfaitement aussi à la tête d'une structure dans le domaine du secteur public ou encore même dans le domaine d'une coopérative. Donc lui, vraiment, sa difficulté, c'est de recruter avec un budget limité. Et c'est d'ailleurs tellement limité que beaucoup de gens quittent l'équipe. Et François et ses amis se sont dit, tiens, et si on limitait la circulation du secteur public vers le secteur privé? Je pense que vous voyez tout de suite de qui je parle comme entreprise, mais ça existe. Et donc, c'est un sacré bug, lui, notamment dans les startups aussi qui démarrent. C'est jamais facile pour lui. Concernant le bug numéro 4, c'est le niveau technique. Donc, désolé, tu n'as pas été assez convaincant ou convaincante techniquement. Il y a une marge de progression à faire. Donc ça, c'est souvent un argument qui arrive au moment de l'entretien technique et puis après qui ressort au moment de la proposition salariale. Parfois, on cherche les vis dans votre code pour faire baisser le prix, comme on cherche les vis dans un appartement pour faire baisser le prix. Et donc là, encore une fois, j'ai beaucoup réfléchi au personnage et lui, il m'est venu tout de suite en tête. C'est Elon Musk. Je l'imagine à la tête d'une start-up où il y a 14 étapes de processus de recrutement, dont 13 qui sont techniques, avec l'idée vraiment de mettre des algos, des trucs de dingo, pour finalement faire peut-être un simple site vitrine. Et donc, lui, clairement, il veut recruter des astronautes pour, in fine, faire décoller des post-it. Donc lui, clairement, il va dire 6 profils exceptionnels, salaire exceptionnel, mais souvent la recherche du profil exceptionnel, pour le coup, sans blague, ça dure
bien 9 mois le concernant. C'est assez épuisant pour tout le monde. Il y a une vraie culture un peu du workaholisme dès le début, on va dire, du processus de recrutement. Concernant le bug numéro 5, c'est le plaisir de négocier. Donc lui, il a le budget, ce profil, il n'y a pas de problème, mais c'est son petit plaisir du quotidien, c'est de faire baisser les prix. Tout le temps, coûte que coûte. Il négocie ce profil avec sa femme, ses enfants, ses collègues, même quand il part au Maroc. Bref, c'est son truc, quoi. C'est son petit dada du quotidien. Et donc là, je nomme évidemment Patrick. Patrick, c'est un ancien commercial, un ancien acheteur. On le retrouve parfois dans le monde du luxe, dans le monde de l'ESN aussi, où il y a vraiment cette culture de la négociation, ou des fois dans le bilan comptable, sur une même ligne, il y a les consultants et le matériel informatique. On peut le retrouver aussi dans la grande distribution, c'est très très culturel avec les salaires forts, les entrées de gamme et les promos sur les stagiaires. Voilà, donc vraiment c'est une personne qui a la volonté de négocier, d'avoir un ascendant dans l'entretien. Lui, sa volonté, c'est de gagner un bras de fer. Et clairement, on est avec lui dans la négo salariale. Concernant le dernier bug, certainement le bug le plus fâcheux, c'est la discrimination salariale. Donc c'est le principe tout simplement de mettre un salaire faible pour discriminer. Alors sur ce point, j'ai vu beaucoup de données. Il y a de la discrimination homme-femme qui existe. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais on ne parle pas assez des autres discriminations dans le monde informatique que je vois assez régulièrement quand même. Donc c'est pour ça que j'en parle ici devant vous. Il s'agit notamment des discriminations par rapport au neuroatypisme, par rapport à l'handicap visible ou invisible, ou encore même par rapport aux origines, par rapport à l'âge. Et donc là, clairement, je nomme comme profil... Là, c'est pareil, ça va tout de suite vous parler. Vous allez me dire, mais oui, évidemment, c'est Hubert. Alors Hubert, lui, son petit plaisir, c'est de faire des posts LinkedIn avec des fusées, avec des smileys disant à quel point il est engagé dans la diversité, dans l'inclusion, vraiment c'est son cheval de bataille. Et puis tu vas voir Hubert, tu grattes un petit peu, parce que toi tu connais un peu l'arrière-boutique, et tu dis, excuse-moi Hubert, en fait, Mohamed que tu as recruté, tu le payes beaucoup moins cher par rapport à Thomas qui est ingénieur français, c'est par rapport à quoi? C'est son titre de séjour qui pose problème? Comment ça se fait? Donc lui vraiment, il va jouer sur la vulnérabilité des personnes en face de lui pour faire baisser le prix. La seule femme dans son équipe, il va la mettre sur toutes les photos Welcome to the Jungle. Il va être très fier de recruter des personnes dyslexiques tout en faisant la discrimination sur les fautes d'orthographe. Bref, Hubert, il est génial, on le voit partout. Pour le coup, lui, il est dans toutes les organisations. Et quand il ne se beurre pas la biscotte, il met un bon coup de polish dans le droit du travail. Voilà, Hubert, je pense que j'ai fait le tour, mais globalement, tous ces bugs existent, tous ces bugs perdurent, et il y a plusieurs explications à cela, et j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais ça continue encore un petit peu aujourd'hui. C'est qu'on est sur une finance en peau de chagrin, avec l'argent magique qui est terminé, c'est l'éclatement d'une bulle, la fin des levées de fonds, le début des levées de fions. Ah oui, je vous avais dit que c'était comique, je suis désolée. Mais avec vraiment des sièges éjectables, des gens qui ont été quand même licenciés très très fortement dans l'univers informatique. Alors beaucoup parlent de crise, c'est vrai que c'est une crise, c'est pas génial. Mais je trouve personnellement, en y regardant de plus près, on est quand même aussi sur un retour à l'économie réelle. Enfin, on fait des recrutements un peu plus sains. Avant, on pouvait recruter 30 personnes, ça dérangeait pas du tout. En l'espace de 2 mois, pourquoi? Donc là, il y a un petit peu ce retour à l'économie réelle, ces recrutements un petit peu plus sains. On ne donne plus des levées de fonds uniquement sur un PowerPoint où il est écrit IA, quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il y a moins de concurrence aussi avec les entreprises américaines qui recrutaient beaucoup. Et donc qui avait tendance à faire de la surenchère salariale. D'ailleurs, sur la grille de marché, je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez clairement exclure toutes les GAFAM et les boîtes tech type Elastic, Google, Red Hat, qui clairement sont hors game. Eux, ils vous diraient même, mais attends, t'es pas assez bien payé. Donc pour le coup, les boîtes américaines, voilà, typiquement, elles recrutent un peu moins, donc les salaires sont moins poussés vers le haut. Ensuite, il y a un marché inversé, ça je le constate beaucoup avec ma casquette d'agent de carrière, où une personne qui était très très employable, je pouvais avoir au moins 15 opportunités pour elle. Donc on était là en mode double VAS, exposition sud, Rust, qu'est-ce qui t'intéresse? Maintenant, avec cette même personne qui est employable, j'ai 5 opportunités pour elle. Donc on est beaucoup plus en mode témoin de Java. Je tape aux portes, est-ce que tu es intéressé par cette personne? Voilà. Donc c'est plus compliqué.
Ensuite, en France, par rapport aux États-Unis, on a quand même un secteur traditionnel qui recrute. Dans le jargon des investisseurs, on appelle ça le secteur growth, secteur value, pardon, contrairement au secteur growth. Et dans le secteur value, il y a la grande distribution, les industries, il y a les banques, les assurances. Et elles, pour le coup, elles recrutent. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais valorisent un petit peu moins l'IT. Donc, c'est davantage un centre de coût par rapport à un centre de profit, l'IT, pour ces structures. Donc, les salaires sont un petit peu nivelés vers le bas. Et enfin, il y a des craintes et des incertitudes dans l'avenir. La diversité, elle prend cher. Et ça, c'est même inscrit dans un contexte social. Je pense que je vous apprends rien. Et donc, évidemment, on passe de plus en plus, je trouve, à l'étape d'une start-up nation, à la discrimination. Et ça commence à durer. Il y a eu déjà les coronavirus en 2020. Il y a eu aussi la guerre en Ukraine avec l'augmentation des taux d'intérêt et donc la crise du financement des startups. Là, des fois, on me dit, Shirley, comment tu vois le futur? Je fais, tu sais quoi, pense au présent. Hein, le futur, on va essayer de composer avec au jour le jour. Et donc, ce n'est plus un bug, on est bien d'accord, mais une feature. Le petit S, vous l'aurez compris, c'est vu la taille de la douleur, on peut dire que ce n'est plus un bug, mais une... Voilà. Une fissure, vous pouvez le dire hein, ensemble, joyeusement. Ce n'est plus un bug, c'est une... Ah, c'est discret, fou là là. Bref, donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire que vous n'êtes pas directement touché. Mais l'idée étant évidemment dans cette présentation, c'est de vous faire une correction de bugs et de chercher à corriger chacun des bugs observés. Alors, le bug numéro 1, comme on l'a dit, la grille salariale. Donc là, évidemment, on est dans un contexte plutôt grand groupe, donc il faut prendre en considération aussi les bonus et les avantages. Typiquement, il n'y a pas que le salaire fixe, il va y avoir aussi la participation bénéfice, tout ce qui va être compte épargne, aussi le fait que vous ayez un CDI qui dure plus de 2 mois. C'est con, mais ça devient même un avantage maintenant. Donc ça, c'est important aussi de comprendre le global aussi dans la proposition salariale par rapport aux grands groupes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elles sortent vraiment leur épingle du jeu. Moi, j'ai plein de gens qui me disent « Ah ouais, j'aurais jamais tenté les grands groupes » et finalement, j'y vais et je vois que le comité d'entreprise, il est pas mal fourni. Donc c'est un exemple, ça compte aussi dans les éléments de rémunération. La question du miroir empathique dans la négociation, c'est quelque chose qui est très, très, très important. J'en parle sur ce bug-là, mais ça pourrait être sur tous les autres bugs. C'est d'adopter vraiment les mêmes éléments de langage que votre interlocuteur pour être entendu, légitime et crédible dans votre négociation. Je donne un exemple, si la personne en face, justement, il est très drivé par les résultats, les chiffres, le contrôle, dire voilà, moi le salaire c'est une charge mentale, ça va jouer sur ma productivité, peut-être que ça peut avoir son petit effet dans l'oreille de la personne qui vous écoute. Mais c'est vraiment très important de comprendre l'autre pour être beaucoup plus dans cette capacité à avoir une bonne communication dans la négociation salariale. Aussi, il y a l'explication de la grille salariale. C'est important de questionner votre interlocuteur. Parfois, il y en a certaines des grilles qui sentent le formol. Hein. Ils ont juste remplacé COBOL par React. Mais il y en a des entreprises qui ont vraiment bâti une grille salariale de façon plutôt intelligente, en allant chercher les informations sur le marché, en faisant des sondages en interne. Et donc, la manière dont on vous donne des éléments d'explication de grille salariale, ça peut aussi jouer grandement dans votre décision pour aller plus loin ou pas avec cette entreprise. Et ça peut jouer aussi dans votre décision s'ils ont une véritable politique aussi de l'augmentation salariale. Concernant l'équité, donc là on est dans l'équipe de Didier Deschamps. Donc lui, Didier, en fait, il a un peu cette problématique d'avoir des équipes très homogènes. Donc là, vraiment, la manière de sortir son épingle du jeu avec lui, c'est de parler de la complémentarité. Ok Didier, je vois que tu n'as que des gens back-end, moi je suis un peu plus full stack, je vois que tu n'as que des personnes plutôt juniors, moi je suis plutôt senior. Et donc vraiment être aussi dans une logique de donner en retour, ok je demande ce salaire, mais je ne vais pas rester dans ma coquille de développeur ou de développeuse. Je vais participer au recrutement, à la formation, je vais pouvoir aussi donner en retour sur de la cooptation, etc. etc. Avec Didier, les décisions aussi sont plutôt collectives. Il aime bien un peu dans la logique agile, hein, que tout soit décidé de façon collective, le choix des machines, le choix des technos, la couleur du PQ. Et donc, il a vraiment avec lui cette possibilité d'aller chercher une discussion collective autour du salaire. Moi, il y a un candidat qui m'a dit ça une fois. Il m'a dit, je sens que vraiment c'est l'équipe qui décide. Est-ce que je peux faire un dernier entretien par rapport à ma proposition salariale? J'ai dit, bah franchement, tente, pourquoi pas
peut-être que ça pourrait marcher. Et il a vu juste, parce qu'au final, ils ont fait un dernier entretien, il a mis des arguments sur la table et il a obtenu ce qu'il voulait. Donc c'est possible. Après, je ne dis pas que tout le monde est capable de le faire, mais c'est possible. Aussi, Didier veut savoir ce que vous valez sur le terrain. Donc à partir de là, il est capable de faire une revalorisation du salaire à la fin de la période d'essai. Par exemple, vous demandiez, je ne sais pas, 55, il vous dit OK, 50, mais au bout de 4 mois ou de 6 mois, il est possible d'obtenir le salaire que tu veux. Alors ça, il faut que ce ne soit pas des paroles en l'air, il faut vraiment que ça soit écrit quand même dans le contrat ou la proposition d'embauche, parce que sinon, ça peut être du bullshit. Concernant les finances, là, c'est pas simple non plus de débloquer un petit peu des choses sur l'aspect du budget. Mais il faut savoir, c'est que François, lui, il ne recrute pas un salarié, mais un associé. Il est des fois le seul cofondateur, ou alors ils sont deux, et il recherche son pilier technique. Donc là, il faut vraiment aller chercher l'indexation sur le risque avec lui, dire en fait, on fait équipe ensemble. Donc ça peut être les BSPCE, mais ça peut être aussi plein d'autres avantages que vous pouvez gratter avec lui. Moi, avec François, je pointe aussi les coûts de recherche. Donc ça, vous pouvez le faire aussi avec des cabinets de recrutement qui sont en intermédiaire dans votre parcours de recrutement. Je donne un exemple. Des fois, François, il me dit, bah voilà, Shirley, clairement, je peux pas mettre 5 KE de plus pour ton candidat, pour le candidat qu'on recrute. Et là, je lui dis, tu sais quoi, écoute-moi bien, mon petit François. À un moment donné, ça va faire 3-4 mois qu'on recherche. Donc, ça te flingue toutes les possibilités de lever des fonds. Ton équipe, qui est plutôt pas très bien payée, est en train de partir. Donc, c'est du coût de formation, du coût de remplacement. Et enfin, on a trouvé la bonne recrue. Et cette recrue, tu la recrutes pas. Ça te coûte combien, ça? Est-ce que ça coûte pas plus que 5 KE, en fait? Donc, des fois, je me distille cette info dans la tête et souvent, ça marche super bien. Et les personnes, souvent, disent oui, effectivement, on va faire un effort et puis, du coup, la personne obtient le salaire qu'il veut. Aussi, il y a la polyvalence avec François. Avant, avec l'argent magique, il pouvait recruter, comme je le disais tout à l'heure, 14 personnes. Maintenant, c'est plus compliqué, il peut recruter qu'une personne. Mais il a les mêmes exigences que pour les 14. Il veut Ops, Data, Back-end, sécurité, laveur de vitres. Là, j'ai envie de dire, François, à un moment donné, ça va être un petit peu compliqué. Mais clairement, c'est important de mettre sur la table aussi votre polyvalence. OK, vous savez pratiquement faire les 4 rubriques sans le laveur de vitres. Potentiellement, avec vous, il recrute 4 personnes en une, quoi. Donc, c'est vraiment important de mettre sur la table que la polyvalence joue aussi sur le salaire et donc aussi sur les responsabilités. Et enfin, avec François, il y a la notion des avantages sociaux. Son sujet, c'est souvent l'économie sociale et solidaire, comme je le disais tout à l'heure, ou alors le secteur public. Donc, a priori, le social s'incarne dans son produit, a priori. Et donc, c'est important d'aller chercher à quel point le social s'incarne aussi dans les conditions de travail. Et donc, c'est d'aller chercher typiquement du télétravail, par exemple, ou encore même un 4/5e. 39% des DSI envisageaient de mettre en place en 2023 la semaine de 4 jours. Donc, c'est un chiffre, je ne sais pas à quel point il est possible de l'obtenir de votre côté, mais en tout cas, s'il n'a pas le budget, à aller chercher ailleurs, sur notamment des aspects sociaux, de responsabilité sociétale d'entreprise. Alors, concernant le niveau technique. Donc là, on est face à des personnes qui ont mis parfois la barre un petit peu haute. Donc c'est important d'aller chercher immédiatement le feedback, que ça n'arrive pas en fait tardivement dans le process où on vous sort des dingueries et vous dites mais je ne me souviens plus du tout d'avoir fait ça dans mon entretien technique. Donc c'est important d'aller, si possible, chercher immédiatement la confrontation à votre exercice technique ou à votre évaluation technique. Une fois que vous l'avez obtenu, si effectivement ça s'est révélé que voilà, vous n'avez pas vraiment le niveau, aller chercher la contrepartie en formation, parce que s'ils vous prennent alors que vous n'avez pas vraiment le niveau, peut-être qu'ils sont lassés, peut-être qu'ils vous prennent par défaut parce qu'ils n'ont pas d'autres candidats. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir une contrepartie pour que vous restiez durant la période d'essai quand même. Donc c'est d'aller chercher comment je peux m'améliorer, comment je peux combler mes lacunes pour rester bien en poste. Ça peut être aussi de se positionner sur un autre poste. Moi j'ai des personnes qui m'ont dit là je sens que ça ne va pas le faire sur ce poste, je suis trop loin de ce qu'ils attendent. J'ai vu qu'il y avait d'autres postes en interne. Des fois, il y a des entreprises qui recrutent de plusieurs autres profils. Et bien, une personne, elle m'a dit une fois, est-ce que tu crois que je peux tenter cet autre poste dans l'entreprise? J'ai dit, franchement, à voir, vu que tu as déjà fait tout le parcours, il ne manque pas grand-chose. Peut-être qu'ils sont pleinement disposés à le faire. Et ça a marché pour cette personne.
Et aussi, essayer dans le feedback, de ne pas juste avaler le feedback et de dire « Ok, j'accepte ce que vous me dites ». Peut-être que des fois, il y a aussi des gros mismatchs. Ils vous ont évalué sur du front-end, vous êtes ops, ou ils ont mis la barre très très haute, comme je le disais tout à l'heure, alors que finalement, la réalité demande tout autre. Donc, plus vous mettrez de l'esprit critique un petit peu aussi dans vos retours et dans vos explications, plus ça pourra avoir aussi du sens par rapport à votre interlocuteur. Alors, le plaisir de négocier, donc là on est face à Patrick. Patrick, c'est un profil assez particulier, il est vraiment dans l'image. Lui, c'est vraiment ce qui va le toucher, c'est donc de le chatouiller au niveau de son image. Et chatouiller au niveau de son image, c'est de faire en sorte que son image brille un petit peu à l'extérieur. Donc ça veut dire, ok, je vais être contributeur dans des conférences, je vais pouvoir être contributeur en interne, ou alors même apporter de l'expertise, ça va le rassurer, ou encore même être aussi dans la cooptation. Donc ça, vraiment, ça va être l'apport de valeur pour chatouiller un petit peu son ego. Ensuite, avec Patrick, c'est important aussi un petit peu de le remettre à sa place. Je ne dis pas qu'il faut être virulent d'entretien, mais des fois, Patrick, il se croit un petit peu plus beau qu'il ne l'est. Et donc, il va exiger plein de choses, alors qu'en fait, le contexte donne juste pas du tout envie de se donner plus que ça. Et donc, souvent, moi, j'ai eu des Patrick qui m'ont dit « Mais Shirley, t'es beaucoup trop chère, c'est pas possible. » Et j'ai dit « Mais cher par rapport à qui ? Et par rapport à quoi, en fait ?» Et donc, moi, je pointais les failles en disant « Mais moi, en fait, j'ai observé ça. Je pense qu'il serait pertinent qu'à travers mes compétences, tu puisses combler ces éléments qui sont majeurs dans ta progression, dans ta croissance, etc. » Donc, moi, mon but, c'est de t'aider, en fait. C'est pas de te mettre des bâtons dans les roues. Et donc, quand vous pointez les vices et les failles, des fois, il apprécie voir que vous avez du répondant. Des fois, Patrick, il veut juste voir ce que vous avez dans le ventre et si vous avez cette capacité à le challenger. Et ça, il adore. Mettre des limites aussi avec Patrick, parce que s'il fait, je sais pas, 46 000 allers-retours en matière de négociation, c'est épuisant. Moi, j'ai déjà eu des fois 5 allers-retours de négo, j'en pouvais plus, j'ai dit non, j'avance pas. Et c'est important que vous ayez ces mêmes réflexes. Pourquoi ? Parce que la négo, c'est fatigant. Il va du coup vous mettre des bâtons dans les roues pour obtenir, je sais pas, une nouvelle machine, aller à Riviera Dev. Il va vous mettre des bâtons dans les roues aussi, peut-être par rapport, je sais pas, à un budget de recrutement. Vous devez recruter votre équipe, c'est vous qui devez faire tout. Donc à un moment donné, ça va être un énorme warning pour la suite, donc autant ne pas aller plus loin. Concernant la discrimination, donc ça c'est un bug où ça semble comme ça évident de le balayer de la main et de dire c'est bon, on n'y va pas. Et c'est moi ce que je vous dirais ici, là devant vous. Clairement, ne vous faites pas discriminer, c'est pas normal. Mais c'est facile de ma posture de privilégié, avec plus de 10 ans d'expérience où la discrimination est derrière moi. Dans le monde de la tech, on est vraiment sur 2 salles d'ambiance. Des gens qui sont capables de faire un gros fuck, et puis d'autres qui sont en mode témoin de Java, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est vachement plus dur de faire fuck. Et j'ai envie de vous dire que c'était le cas aussi de ma maman, qui clairement a eu de grosses difficultés à trouver un job. Elle n'était pas dans la tech, mais elle avait, elle a toujours des origines maghrébines, donc c'était un premier red flag pour les entreprises. Elle a toujours 2 paires de jumeaux à 18 mois d'intervalle, donc elle a 4 enfants. Ça a été une galère sans nom. Et un jour, elle a enfin trouvé, après des talons usés, le job. Et on lui a fait moins 20% sur son salaire. Donc la discrimination salariale, elle a pris en pleine tête. Et là, elle n'allait pas dire eh, « oh !» Bah, évidemment que non, j'y vais pas, à 4 enfants. Et je pense qu'il y en a plein dans cette situation-là. Peut-être pas dans la tech, mais en tout cas ailleurs, ou j'en sais rien. Mais c'est pas si simple. Et en tout cas, moi, elle m'a toujours dit une chose. Quand il y a ce genre d'attitude et de discrimination, donc quand on te met une claque dans la tête, ne tends pas l'autre joue, mais tends l'oreille. Tends l'oreille à l'apprentissage, tends l'oreille au réseau. Essaie de te faire une expérience, vois cette opportunité non pas comme une fin en soi, mais comme un tremplin pour après, derrière, choper de meilleurs jobs et de meilleures opportunités. J'ai envie de vous dire, vous faites comme vous voulez, mais cette info, moi en tout cas, je la garde encore aujourd'hui et je l'applique et j'essaye des fois d'aider les personnes à un moment donné, ne pas voir ça comme une fin en soi pour leur carrière. Alors, quelle attitude adopter? Si je dois faire un petit bilan, c'est vraiment adopter le miroir empathique. Ça, c'est vraiment très important. On entend grandement, notamment dans les éléments de process communication. Ce point-là, c'est la communication non violente, comment bien interagir avec autrui pour obtenir gain de cause. Dans le monde de la politique, ils sont des champions dans le domaine. Ensuite, il y a aussi l'idée d'une critique constructive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je le disais tout à l'heure, vous cherchez à défendre votre bout de pain, mais vous montrez qu'aussi vous êtes là pour aider l'autre. Et moi, souvent, j'ai réussi les meilleures négociations en disant que mon but, c'était quand même
de faire en sorte qu'ils recrutent en fait. Comme vous, là, que vous allez rencontrer des gens avec des problèmes techniques, c'est de faire en sorte que les problèmes techniques soient résolus. Donc, c'est montrer votre motivation pour l'entreprise sans être un pigeon, tout en faisant un bon dosage. Et soyez vraiment dans la force tranquille et le silence aussi. Soyez pas dans l'agressivité, dans le dénigrement de l'équipe, etc., etc. Alors, sur un malentendu, est-ce que ça peut marcher? Alors oui, il y en a au culot, ils ont obtenu des choses vraiment incroyables. Mais mon but, c'est vous donner aussi des tips pour bien anticiper la négociation salariale, voire même l'éviter en fait. Parce que plus vous mettrez des choses pertinentes sur la table, mieux vous serez capable de finalement ne pas être confronté. Peut-être qu'on vous donnera le salaire que vous souhaitez. Mais avant cela, j'ai envie de faire déjà une petite aparté sur déjà qui êtes-vous. C'est important d'avoir conscience qu'en fait, je vous dis ça devant vous tous, mais on est clairement très très différents par rapport au salaire, par rapport à l'argent. Notre rapport à l'argent, il est conditionné par notre éducation, il est conditionné par notre histoire, il est conditionné par nos traumatismes, par notre religion parfois. Donc on a vraiment tous des points de départ très très différents. Et donc là, typiquement, il y a des personnes qui vont avoir le syndrome de l'imposteur, par exemple, et donc vont dire, en fait, le marché demande tant, propose tant, donc je demande ce salaire, comme si c'était quelque part extérieur à eux et qu'ils n'étaient pas maîtres de leur salaire. Il y en a d'autres qui vont voir le salaire comme un gadget. C'est vraiment pas très important dans leur quotidien, tant mieux pour eux, mais ça existe. Il y en a, ça va être une revanche sociale. C'est une étape cruciale, ça va être l'indicateur, le marqueur d'une réussite sociale auprès de proches, auprès des collègues, auprès, je sais pas, de leur propre femme ou mari. Donc c'est important de se rendre compte qu'il y en a pour qui c'est des fois une soif insatiable et ils vont toujours se fatiguer à demander beaucoup plus. Alors que des fois, c'est pas la peine. Donc c'est vraiment sur ça que je veux insister et c'est pareil pour, comme je le disais tout à l'heure, quand on est mur porteur de la famille aussi et que tout repose sur nous en matière de finances, on part pas avec les mêmes attributs pour gagner la négociation salariale aussi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine que vous êtes certainement sur cette ligne et qu'on a vraiment tous des attitudes différentes à négocier le salaire. Donc déjà, avoir conscience de ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais vous parler de chaque étape du processus de recrutement. La première étape, c'est déjà le choix du poste. C'est tout bête, mais est-ce que vous allez sur un poste où vous êtes dans votre zone de confort ou au contraire, c'est plutôt un poste où j'arrive pas à parler, Bon bref, vous avez compris, soit vous êtes dans votre zone de confort ou pas du tout. Et donc, c'est important d'en avoir déjà conscience que ça va forcément jouer derrière dans le salaire de la proposition salariale. Ensuite, il y a des secteurs qui payent bien par rapport à d'autres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et voilà, les GAFAM, Red Hat, c'est pas pareil que le secteur public. Il y a aussi des postes qui sont plus courtisés que d'autres. Par exemple, l'Ops, la data, la sécurité, le cloud. Ce sont des postes qui ont été très, très sollicités sur les dernières années et il est possible d'avoir un gap salarial de 7 à 13% en changeant d'entreprise en 2024, en pleine crise. La moyenne, c'est entre 8 à 10%. Le gap salarial en changement de poste. Et les augmentations en interne, c'est entre 4 à 5% à peu près, grâce à l'inflation. Donc, c'est avoir conscience déjà aussi de là où vous allez, dans quelle branche vous allez. Ensuite, la localisation. Si vous êtes parisien et que vous allez dans le sud ou inversement, c'est aussi avoir conscience qu'il y a peut-être des secteurs plus sinistrés que d'autres, où il y a moins de tech, moins d'entreprises tech dans votre secteur. Donc, c'est avoir conscience de tout ça et de voir s'il y a un bon équilibre entre l'offre et la demande. Par exemple, les postes front-end, il y a eu une recrudescence des personnes en reconversion qui sont allées vers ces jobs. Donc, ça a fait forcément baisser le salaire. Idem sur des postes très courtisés autour du management. Certes, les salaires sont plus hauts, mais il y a plus de personnes en face, donc plus de concurrence. Donc, ça veut dire quelque part qu'on n'a pas du tout les mêmes armes en fait pour la négociation salariale. Il y a aussi l'observation. Donc ça, c'est un point qui me semble aussi très important. C'est ce que j'appelle d'ailleurs la documentation, l'annonce en recrutement. C'est la documentation des recruteurs, on va dire. Et parfois, l'annonce en recrutement donne énormément d'indicateurs, de révélateurs, de points révélateurs pour la suite, notamment en matière de culture du delivery, de wording. Plus les termes sont un peu modernes, plus ça donne quand même des bons signaux. Et des fois, la modernité se lie aussi à travers la modernité sociale. Plus il y a une modernité sociale dans l'entreprise, plus ils sont au fait de ce qui se passe sur le marché, aussi sur le plan technique. Je ne vais pas faire de raccourci rapide, mais j'ai souvent constaté en tout cas. Après, il peut y avoir aussi pas mal de bullshit. Donc c'est intéressant vraiment de comprendre
S'il n'y a pas une incohérence parfois en disant agilité, et puis en fait, plus loin dans l'annonce, on parle de MOE, MOA par exemple, j'en sais rien, mais on peut se dire, est-ce que c'est vraiment le cas si on n'est pas plutôt sur un cycle en V? Ensuite, il y a le marché. Le marché, n'attendez pas d'être à l'écoute du marché pour vous confronter à des entreprises. Parfois, j'entends beaucoup trop de personnes me dire, en fait, non, je ne vais pas rencontrer telle entreprise parce que je ne suis pas à l'écoute. Je pense qu'il n'y a pas de moment, en fait. Il faut vraiment rencontrer le maximum de personnes pour vous faire une idée de vos valeurs, de votre valeur, de ce que dit le marché. Et il y a aussi de la donnée qui est complètement open. C'est par exemple Choose Your Boss qui propose un baromètre. Il y a Denis Germain qui régulièrement prend la donnée sur Twitter pour faire des graphiques. Il y a aussi Figures qui est utilisé par les entreprises pour faire leur politique salariale. Il y a l'AFUP, donc là on est plus dans le domaine PHP, où il y a, pareil, un baromètre des salaires. Il y a Levels, c'est plus pour le coup des comparatifs de package salarial à l'international. Et il y a Seios aussi. Donc vraiment, il y a de quoi faire, mais rien de mieux que la confrontation réelle au marché que de faire des entretiens vous-même aussi. La santé financière de l'entreprise, c'est aussi important. Ça va être un indicateur, comme je le disais tout à l'heure, entre les levées de fonds, etc. Ne vous basez pas uniquement sur le chiffre d'affaires et les levées de fonds. Regardez un petit peu plus loin, si vous avez la possibilité et le temps, allez sur société.com, regardez le bilan financier, leur historique, demandez, si c'est possible, dans les entretiens, leurs revenus mensuels récurrents, leur trésorerie. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui sont très maquillées et en fait, on vous propose un très gros salaire et derrière, finalement, votre job ne va pas durer très longtemps. La santé financière se lie aussi grandement à travers le staff d'entreprise sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de taper le nom d'entreprise, de regarder les personnes qui sont dans l'entreprise. Et parfois, vous voyez plein de gens open to work. Potentiellement, ça veut dire que l'entreprise ne va pas super bien. Ou alors du turnover, des gens qui restent que 6 mois. Ou alors que des juniors. Donc potentiellement, ils ont une politique du salaire faible. Ou, à contrario, des gens plutôt cadres techniquement, qui sont dans le staff, et vous vous dites quand même, s'ils ont réussi à attirer ces personnes, ça veut dire qu'ils sont capables de bien payer sur le marché. Et à partir de là, faites tes calculs, Kevin. Alors, j'ai dit Kevin pour la blague, mais ça peut être Georgette, Josiane, qui vous voulez. Mais vraiment, revois vraiment tes contraintes personnelles. Revois tout ce que tu as pu observer. Et à partir de là, tu fais tes calculs et tu gardes ce chiffre secret au maximum, et ensuite, évidemment, tu ne partages. Ce que je veux dire par secret, c'est que ne partage pas tes calculs auprès de ton recruteur ou auprès des autres personnes. On en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. Le face-à-face RH, donc là, c'est souvent une étape. Ah non, pardon, j'ai été trop loin. Le face-à-face RH, donc c'est une étape souvent un peu négligée. Vous êtes là à vous dire, je vais rencontrer encore une personne qui n'y connaît rien. Des fois, vous n'avez pas tort. Et donc, pour moi, c'est l'étape du questionnement. C'est là où vous allez chercher un petit peu, à travers le questionnement, si vous êtes bien parti ou pas, pour obtenir ce que vous voulez, ou alors, au contraire, il va falloir faire de la négociation salariale. Bien questionner, c'est questionner, est-ce qu'il y a combien de candidats sur ce poste? Est-ce que vous êtes tout seul ou il y a, entre guillemets, de la concurrence? Bien questionner, c'est aussi la culture du delivery. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que cette entreprise est raccord avec vos valeurs et votre façon de développer? Parce que négocier, c'est pénible, autant que ça soit une entreprise qui vous donne envie d'aller plus loin. Bien questionner, c'est aussi, par exemple, comment ils gagnent de l'argent. Parce qu'au final, bien vous payer, c'est avoir la sécurité quand même que ça soit une entreprise stable financièrement. C'est aussi dans l'apport de valeur. Parfois, vous êtes là à dire, voilà, j'ai fait Java, Scala, et mettre des mots-clés sur la table. Alors, c'est super, ça fait briller parfois les yeux des recruteurs. Mais pour moi, l'apport de valeur, c'est un petit peu plus subtil que ça. Ça va un petit peu plus que des mots-clés. Et l'apport de valeur, c'est parler d'impact. Dans votre track record, dans votre expérience, quel a été votre impact? Votre impact côté produit. Est-ce que vous avez participé à la roadmap produit? Votre impact côté technique. Est-ce que vous avez géré une solution from scratch ou des problématiques fortes en matière de legacy? Est-ce que vous avez travaillé sur des problématiques utilisateurs un petit peu touchy, avec des données sécurisées ou de la programmation concurrente ou des pics de charge? Est-ce que vous avez travaillé sur une croissance d'entreprise avec de la scalabilité? Des problématiques de performance ou l'impact aussi organisationnel avec, par exemple, est-ce que vous avez structuré l'équipe et mis en place de l'agilité ou mis en place des bonnes pratiques de développement ou assaini la solution avec de l'automatisation?
Ça peut être aussi de l'impact humain. Est-ce que vous avez recruté, formé? Donc c'est important vraiment de montrer que déjà, il faut gagner la personne en face de vous à votre cause, c'est-à-dire le recruteur ou la recruteuse ou l'opérationnel. Et ça, il faut mettre des faits concrets sur la table, comme ça la personne elle va se battre après pour vous, pour aller au bout du process et faire en sorte que vous obteniez ce que vous voulez. Des fois, vous me dites, Shirley, bah voilà, j'ai qu'une piste et toute seule. C'est très bien, ça arrange bien mes affaires, mais c'est important d'annoncer une ou deux pistes. Je dis ça parce que les entreprises se battent toujours plus quand il y a un concurrent en face, en fait. Parfois, vous êtes là à dire, bah, franchement, je suis très, très motivée, mais l'entreprise Y m'a proposé tant, je vais réfléchir. Et le je vais réfléchir, il est là pour nous achever. Là, à ce moment-là, le recruteur intermédiaire ou le recruteur interne ou les gens en interne, ils disent, bon, là, quand même, il faut peut-être faire quelque chose, il est vraiment, ou elle est vraiment top, on va peut-être donner ce qu'il veut, en fait. Donc, vraiment, annoncer ça dès le début et non pas à la fin, parce que des fois, ça sort en mode joker et on sent que c'est un peu bullshit, quoi. Donc, autant que ça soit immédiatement dans l'oreille du recruteur ou de la recruteuse. La question du salaire, donc là, vous êtes là, Kevin, je lui demande quel est ton salaire souhaité. Et là, Kevin, il me fait plein d'erreurs. Kevin, il est là à me raconter son salaire actuel. Et vas-y, qui me donne des détails. Alors, je suis à temps aujourd'hui 45 parce que j'ai de la participation, de l'intéressement. Je demande 50 parce que oui, je compte acheter une maison. Je compte aussi m'acheter une voiture. Ah oui, je vous ai pas dit, la nounou pour mes enfants me coûte tant par mois. Bref, j'ai envie de dire, tais-toi, Kevin! Il y a ta propale qui dort. Je ne suis pas ta maman ni ton banquier. Donc, c'est important vraiment de ne pas donner trop de détails sur le salaire déjà actuel. Sauf évidemment, si on vous demande quel est ton salaire actuel, là oui. Mais si ce n'est pas la question, ne donnez pas. Et encore moins, ne donnez pas un gap aussi. Je veux entre... par exemple, 50-60. Là, vous tombez sur Patrick, il dit « Ok, on va faire un petit 40 ». Donc vraiment, donner un chiffre spécifique, plus ou moins, par exemple, 72 KE, admettons. Alors, la méthode Ackermann, c'est une méthode qui existe. Moi, je ne suis pas à l'aise du tout, mais je la cite quand même parce qu'elle existe. C'est le principe de dire, bah voilà, admettons, vous vouliez 72, vous dites, OK, je vais demander 80. Demandez un peu plus que le salaire initial pour montrer dans les différents allers-retours de négociation que vous êtes motivé. Ok, je vais bien faire un effort, je suis motivé, je vais baisser mon salaire. Finalement, en baissant votre salaire, vous arrivez à votre salaire souhaité, de base. Le roi de cette méthode, c'est Macron. Lui, il va proposer des fois des réformes de tarés, ça va provoquer des réactions syndicales, des gens dans la rue, et puis il va dire, bon, finalement, on va plutôt aller vers ça. Et le ça, c'est ce qu'il voulait peut-être dès le début. Mais s'il avait dit ça immédiatement, c'était compliqué. Donc, c'est une méthode qui marche très bien chez les commerciaux, chez pas mal de monde, mais j'ai envie de dire qu'il faut quand même bien la maîtriser. Ensuite, il y a donc le principe d'explication de votre flexibilité. Vous dites par exemple plus ou moins 72 KE. Montrez pas que ça sort du chapeau, que clairement... en fait, donnez pas les détails de votre calcul, mais montrez que vous avez quand même réfléchi à qu'est-ce qui va jouer sur la flexibilité salariale. Par exemple, ça peut être une stack technique ou cœur, comme Rust. Ça peut être, par exemple, le principe de full télétravail. Ça peut être, par exemple, je demande un peu plus parce que je sens que c'est un poste quand même qui est exposé avec une équipe où il va falloir que je forme des individus. Montrez que vous avez réfléchi à tout ça. Les freelances, ils sont vraiment les adeptes de ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire, par exemple, plusieurs TJ différents en fonction de la localisation, en fonction de l'intérêt de la mission, en fonction de la durée de la mission. Et donc, en fonction de leur budget, quelque part, ils réfléchissent avec une vision très comptable au final, mais ils ne vont pas donner les détails de pourquoi ils demandent ce TJ. Mais par contre, ils peuvent dire que la porte est ouverte quand même à la négociation. Alors, la rencontre technique, c'est là où, des fois, c'est le moment le plus critique, je trouve, dans le processus de recrutement. C'est le jour où tout a basculé. Et donc, les attentes prioritaires sur le poste, il faut aller les chercher auprès de l'entretien RH, mais aussi auprès de vos différents interlocuteurs dans le processus de recrutement. Bien comprendre le format d'évaluation aussi. Des fois, il y a des entretiens qui sont vraiment purs techniques, où là, on cherche vraiment des moulins techniques. Et puis des entretiens où clairement il y a une inclusion, je trouve, des soft skills. On cherche davantage peut-être le raisonnement, pas forcément la bonne réponse, mais comment vous vous posez de bonnes questions. Comment vous arrivez à être dans l'expertise. L'expertise, c'est pas uniquement avoir un savoir, mais utiliser son savoir quand on ne sait pas. Je sais pas si c'est clair, mais clairement, c'est vraiment intéressant de comprendre déjà que plusieurs entreprises n'évaluent pas déjà de la même façon. Donc, quel est le format d'évaluation? Et s'entraîner avec LeetCode, Coding Game, ou voire même des mentors techniques, ça existe.
Une fois que l'entretien est là, bien comprendre les points de souffrance. C'est de la discussion de la technique, c'est pas uniquement de coder, c'est de comprendre quel est leur problème et de montrer que, en fait, en discutant de l'évaluation technique et de l'entretien, vous allez aussi discuter des points de souffrance et de montrer votre apport de valeur, sans dire « je suis la bonne personne ». Et enfin, faire des feedbacks et faire aussi une restitution de vos éventuelles critiques, comme je le disais tout à l'heure. L'étape de l'équipe, c'est une étape souvent pareil, négligée, où vous êtes là à vous dire franchement, j'ai pas envie de rencontrer, ça me saoule. Alors, c'est vrai que là, dit comme ça, le process, il a l'air méga long, mais à mes yeux, c'est un point important parce que des fois, on vous vend du rêve avec une super stack, des super projets, mais l'équipe est claquée au sol. Donc, c'est important d'observer, de voir quelles sont les compétences de l'équipe, comment vous pourrez apporter de la valeur dans cette équipe. Et puis surtout, ça peut être des personnes influentes qui peuvent devenir vos sponsors pour la négociation salariale. Ça peut être la personne RH, l'opérationnel, mais aussi l'équipe. Et enfin, la proposition d'embauche. Donc là, évidemment, laissez l'autre venir. Laissez-vous un temps de réflexion de 48 heures à une semaine à peu près. Au-delà, on se dit quand même, potentiellement, c'est pas votre opportunité coup de cœur. Et pendant ce temps de réflexion, encore une fois, soyez vraiment dans le partage de cette information avec des personnes de confiance, des gens que vous connaissez, 2-3 personnes maximum. N'allez pas mettre sur les réseaux sociaux « j'ai obtenu tant, vous en pensez quoi ?» Là, vous allez avoir des informations contradictoires dans tous les sens, etc. Donc vraiment, cherchez de l'information qui va soit vous conforter, soit vous allez pouvoir à un moment donné négocier un petit peu plus, etc. Restez cohérent. Si vous avez dit par exemple plus ou moins 72 KE, ne dites pas bah tiens, je vais demander 85 parce que l'équipe elle est pas ouf. Là, c'est la meilleure façon de se flinguer dans la négociation salariale. Et là, après ce laps de temps de réflexion, faites une contre-offre argumentée avec des faits, mettez en avant votre impact, comme je le disais tout à l'heure, l'empathie tactique et choisissez le bon timing aussi. Il y a des timings plus ou moins favorables dans la négo, en évitant peut-être le vendredi soir ou le lundi matin après le week-end. Des fois, les gens sont mal lunés. Donc, allez sur un timing qui sera beaucoup plus favorable. Chiffre important, donc 8 cadres sur 10 ayant négocié leur salaire se déclarent satisfaits à l'issue de la négociation et ont obtenu même un salaire supérieur que le salaire demandé. Donc ça, c'est quand même un chiffre pas déconnant. Moi, je l'ai découvert, je me suis dit, tiens, je pensais que ce serait beaucoup moins, donc au final, c'est tout à fait possible. Alors, tu conclus, Jean-Claude, bien sûr, parce que bon, à un moment donné, voilà. Ne vous faites pas trop de films, dans le sens, comme je disais tout à l'heure, chacun est différent, ce sont des tips. Après, à vous de faire tout à votre sauce. Mais une chose est sûre, c'est pour obtenir un yes man ou woman. Ne dégradez pas vos compétences. Ne se dites pas, vous n'êtes pas cher, ça n'est pas un argument. Ne faites pas rétrécir les gosses, ne vendez pas la maison. Dans l'IT, dans l'IT, il y a parfois aussi des comportements en mode loup de Wall Street, des gens qui se pensent un petit peu plus beaux qu'ils ne le sont parce qu'ils ont le poste clé dans leur entreprise, ils ont été jugés indispensables. C'est un poste que j'appelle même mémoire de forme, parfaitement sizé pour eux, mais ils ont du mal à trouver ailleurs au final parce qu'ils ont tout fait pour fidéliser cette personne en lui faisant un énorme salaire et au final, il est coincé ailleurs. Donc vraiment, c'est important de toujours être confronté au marché. L'expertise technique, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas uniquement une guerre des étoiles sur GitHub, c'est encore une fois réfléchir impact et quelle a été votre valeur durant votre expérience. Pour vos jours heureux, vraiment ne regardez pas que le salaire. Encore une fois, des fois on vous propose de très gros salaires et puis finalement ce salaire finit par être dans les frais hospitaliers à cause d'un burn-out. Donc, regardez si l'entreprise est dans l'inclusion de la parentalité, l'inclusion potentielle de votre handicap, si vous avez envie de travailler avec ces gens et vous levez le matin. Regardez aussi tout ce qu'il y a autour. Des fois, vous me citez la peur en me disant « non, j'ose pas, vraiment, je pourrais pas ». Sachez qu'en face, ils osent. Hein. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ils proposent des dingueries. Des fois, je me dis « non, ça va pas passer quand même ». Et si, ça passe. Donc vraiment, je vous donne l'envers du décor pour que vraiment... Osez, allez-y, et j'espère qu'avec cette présentation, vous allez réussir votre future négociation salariale et si ça fonctionne, on aura le loisir de danser la carioca. Bon,
c'était un raté sur la carioca. Mais vraiment, merci pour votre attention. Et j'espère que voilà, ça a été assez clair pour vous tous. Vous pourrez faire évidemment vos commentaires et vos feedbacks sur Guillaume Scanet. C'est nul. Voilà. Merci à tous. Est-ce que vous avez... Ah, pardon, tu voulais... Comment je fais? Ah oui, ok, parfait. Vous avez des questions? Je ne sais pas si on a le temps d'ailleurs pour les questions, je ne sais pas. Oui. Comment? Ah, top, ok, je restais dans la vie. Bah ouais, c'est ça en fait. Si vous voulez que je continue sur la carioca, dites-moi. Hein, Du coup, qui transmet les micros? Je ne sais pas si... Il y a une personne qui a une question. Alors, souvent, c'est la question qu'on me pose parce que c'est vrai que moi, je suis une intermédiaire du recrutement. Je suis souvent à cette étape, on va dire. En interne, c'est beaucoup plus les managers et RH. Mais clairement, s'il y a un point qui peut être retransposable, c'est les faits. Quand à un moment donné, tu dis je veux une augmentation parce qu'à un moment donné, je compte juste m'acheter une maison, ça passe pas souvent. Alors que si à un moment donné, l'augmentation, elle a quand même associé à de la contribution, à des faits concrets d'apport de valeur et d'impact, ça, il faut souvent le montrer du coup, et quand ça arrive sur la table au moment de la négociation, ça devient presque naturel. C'est un peu ça que j'ai envie de dire qu'en transposant. Mais après, j'avoue que je suis moins sur ce terrain de là. Je sais pas si j'ai répondu. Merci pour la présentation. Tu as évoqué une arme qui est le silence. Est-ce que tu peux me dire les détails de justement gérer le silence pour peut-être gagner du temps, ou au contraire laisser le temps filer? Alors, c'est vraiment au moment où, quand la personne te fait une proposition, alors s'il y a des deux visu, hein, ou même en visio, ne pas couper la parole, tu vois, en mode ah, ça, je suis pas d'accord, ah, du coup, tu me proposes tant, ou tu sais, il y a un petit peu des fois ce côté, tellement ça te touche parce que tu n'as pas été content de la proposition, tu as tendance à casser court à la discussion et à être vraiment dans, à montrer, un peu comme dans le poker, quelque part, à montrer ton jeu, tu vois. Et donc, l'idée du silence, c'est de prendre ce recul et de dire, ok, d'accord, j'accepte, je vais y réfléchir. Et donc de laisser ce temps de réflexion, sans être dans l'agitation quelque part, dans les mots, mais aussi dans l'attitude, tu vois. Donc en fait, le silence, c'est pas, je vois du coup pas ça forcément comme une arme, mais plutôt comme une défense pour se protéger de nos propres émotions, en fait. C'est pas faux, ouais. Dit comme ça, oui. Tout à fait. Ok. Et une autre question, c'est sur la discrimination. Tu as évoqué à un moment donné le rapport à l'âge. Je pense surtout aux jeunes développeurs. Est-ce que toi, tu as des conseils justement pour aider les jeunes diplômés et tout à négocier au mieux leur premier salaire? Parce qu'il y a aussi beaucoup de graphiques qui démontrent que le premier salaire de quelqu'un qui commence dans l'informatique va être très impactant aussi sur sa carrière in fine, quoi. Donc, alors voilà, déjà, il y a effectivement une différence, j'ai envie de dire, entre jeunes diplômés et débutants dans le code, parce qu'il y a débutants dans le code, pour moi, c'est des gens qui sont en reconversion, par exemple, ils ont déjà une vie avant, et des fois, il y a un parallèle avec le métier qui est fait. Et donc, des fois, tu peux sortir ton épingle du jeu parce que tu as la connaissance métier. Par exemple, des gens qui ont été, je sais pas, dans tel métier, ils finissent par être développeurs ou développeuses dans ce même métier. Donc déjà, ça, c'est montrer son ancienne vie. C'est un énorme argument, j'ai envie de dire, dans la négociation salariale. Après, pour les personnes qui sont vraiment jeunes diplômés, c'est déjà de bien maîtriser les fondamentaux techniques. À quel point, quelque part, finalement, tout ce que tu as pu avoir comme connaissances théoriques t'aide aujourd'hui à basculer d'un langage à un autre sans faire de fermeture d'esprit. Par exemple, je vois des personnes, des fois des jeunes diplômés sortis d'école qui disent bah non, moi je vais faire React et pas d'autres sur la partie front-end. Et en fait, a priori, ce qu'on apprend à l'école, c'est de faire en sorte que la technique soit un moyen et non pas une fin en soi. Et donc, plus tu arrives à basculer d'un langage à un autre, plus tu arrives à montrer que tu étais curieux ou curieuse sur plein de compétences théoriques et que tu les mets en application parfois sur des projets à côté, plus ça peut faire la différence. Et souvent, les entreprises ont conscience que tu n'as pas la compétence purement technique parce que tu débutes. La différence est souvent dans l'attitude et le comportement que se fait des fois les choix des personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Bah, du moins, je me remarque que j'ai des personnes que j'essaie d'accompagner. Ah, pardon, vas-y, tu voulais dire, vas-y, redis la question. Ma question, c'était de savoir s'il y avait une discrimination inverse sur les personnes qui étaient plutôt en fin de carrière. Par exemple, quelqu'un qui est toujours développeur à 50 ans, est-ce que les gens se disent c'est pas normal, il devrait être manager? Bien sûr, voilà. Oui, ça, je le vois beaucoup, c'est-à-dire des gens que j'accompagne qui jugent qu'à un moment donné, il y aura un mismatch de valeurs et parce que justement la personne est jugée comme comment on appelle ça le terme là, il y a l'agisme et le jeunisme, quoi, le principe où la personne ne va pas s'adapter à l'équipe en place par rapport à son âge. Il y a beaucoup, et donc là, pour moi, c'est d'être encore une personne ultra active dans la communication extérieure, montrer que quelque part tu es au fait de l'actualité. Moi, c'est souvent des gens qui se sont enfermés dans des postes, parfois parce qu'ils étaient dans une tour dorée, en se montrant pas du tout visibles, en ne participant pas du tout quelque part à la nouveauté. Et donc, du coup, ils arrivent et ils ont une attitude et des propos et même une vision de la tech qui parfois pas du tout raccord avec l'actualité de l'informatique. Encore une fois, des fois, les gens associent l'âge souvent à ces problèmes-là, mais des fois, la personne, dans sa manière de s'exprimer, peut aussi donner ces signaux-là alors qu'elle est pas forcément âgée, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est important de toujours montrer quelque part que tu es raccord avec ton marché, quoi. C'est pour ça que je disais faire des entretiens, continuer à faire des entretiens, parce que il y a des gens, ils sont vraiment dans leur tour d'ivoire, tout va bien, et le jour où ils en sortent, quid de la suite, quoi. Ça marche. Merci beaucoup.